Contre-offensive face au Mobondo, les populations qui ont abandonné les champs, récoltes et maisons retiennent leur souffle dans la partie est. Pourtant, c'est le statu quo. À quand le déploiement de la force de la SADC? Voici le premier dossier. À la deuxième semaine de la campagne électorale, l'intolérance s'invite à la fête. Les candidats présidents en majorité se tirent à balles réelles à distance. La campagne électorale s'est mue en champ de bataille. Le président sortant fait son bilan et demande sa réélection pour poursuivre ce qu'il a amorcé. Les opposants rejettent le bilan du quinquennat et proposent chacun son projet comme le meilleur de tous, qui mérite des voix. Des promesses se comptent. Chaque catégorie s'aligne selon ses intérêts. Ils ont besoin de l'aide alimentaire. Formés, entraînés, les policiers bien payés. Et donc, on n'a plus les policiers qui vont remplir les choses des gens. Une campagne endeuillée. Le camp Katumbi est amputé d'un membre. Le président de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République a été enterré, succombé en pleine campagne. Les uns parlent de lapidation, d'autres de la balle perdue. L'autorité administrative du coin est indexée. Communiqué de presse du 28 novembre 2023. C'est mardi 28 novembre 2023, le cortège du président Moïse Katumbi a été délibérément attaqué sur le boulevard Joseph Kabila à Kindu. Précisément entre la résidence officielle du gouverneur de la province du Maniema et celle du Premier ministre Matata. Cette violence, caractérisée par des jets de pierre et des tirs à balles réelles, a occasionné la mort tragique de maître Dido Kassini. Des allégations rejetées par le numéro 1 de la ville de Kindu qui illustrent le calme par la poursuite de la campagne du candidat numéro 3 dans ce coin. À Mbanzangungu, plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés suite à la bousculade à la sortie du stade Kitemoko après le meeting du candidat numéro 20. Félix Tshisekedi a suspendu sa campagne pour 3 jours. Il y en a eu pour condamner cette intolérance partie des politiciens comme une tache d'huile, affecter les communautés jusqu'à la base. Les communautés hostiles à certains candidats leur ont fermé l'accès chez eux. D'autres ont réclamé la présence du challenger pendant la campagne d'un autre candidat. Le plus avertis ont pris leur vengeance en réclamant des comptes par rapport à certaines questions. En son temps, la Commission électorale nationale indépendante avait appelé les uns et les autres à la retenue pendant la campagne électorale, un climat qui ne trouve pas sa place pendant cette période importante du pays. Les autorités administratives, imbibées de leur colère politique, ont mélangé la gestion de la cité à leur idéologie politique. Visiblement, l'autorité directe s'est de ce fait montrée complice par sa passivité. Mois de décembre, période non seulement électorale, mais aussi cruciale par rapport à la situation sécuritaire dans la partie Est. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont pris acte de la position de la RDC de ne pas prolonger la mission des forces de l'EAC sur le territoire national. Prendre acte, oui, mais ces forces resteront sur le territoire national en attendant la réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de cette communauté. Ne sommes-nous pas sortis de l'auberge? S'interrogent ceux pour qui les forces de l'EAC sont un fiasco et n'ont plus droit au chapitre. C'est au courant de ce même mois que les forces de la SADC devront se déployer toujours dans la partie Est. Du coup, les armées des pays membres des 2 organismes sous-régionaux seront sur le sol congolais. Avec quelle mission? Pour le gouvernement, le statut de la SADC lui confie la mission d'appuyer les FARDC à éradiquer les M23 principalement. Dans l'Ouest, les nouvelles sont plutôt bonnes.
Les FARDC neutralisent les insurgés d'Imobondo qui sèment peine et désolation de Kwamut dans le Maïndombe et dans la périphérie de la ville de Kinshasa. En attendant le retour de la paix, c'est la population qui est victime. Elle n'a plus accès à ces champs avec comme conséquence directe la faim, la rareté des denrées alimentaires qui créent la flambée soutenue par la dépréciation de la monnaie locale. La MONUSCO, quant à elle, a déjà les pieds à la porte. Le gouvernement et cette mission onusienne ont adopté un plan de retrait de la MONUSCO. Reste à savoir si ce serait la fin de ce feuilleton, encore que tout partira de l'évaluation des avancées dont les signes doivent être donnés par le gouvernement. C'est dans ce contexte que le 20 décembre, les Congolais vont aller voter et attendre les résultats. Mangala, dans ce contexte de l'insécurité, on va dire presque généralisée, les FRDC affrontent bien, promptement les Mobondo parce que la situation est assez maîtrisable, ce qu'on entend et on attend, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit de M23, ça ralentit. Madame la journaliste, je note que les deux situations de belligérance ou d'insécurité, elles ne sont aucunement comparables. Prenons les premiers cas. D'un côté, vous avez fait allusion à l'insécurité généralisée selon vous dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, une situation qui devient un fait non seulement des sociétés, mais une épine dans les pieds de tous les divers régimes politiques qui se sont succédés à la tête de ces pays en termes de gouvernance politique. Il y a de cela plus de 2 décennies. Tout remonte en 1994 à la suite de l'assassinat du président rwandais Habyarimana Juvenal, lorsque la communauté internationale, comptant sur l'hospitalité légendaire du peuple congolais, avait fait pression sur la République démocratique du Congo et les régimes du Zaïre à l'époque avaient accepté d'ouvrir les frontières de notre pays, accueillant sur le sol congolais des populations rwandaises sans qu'il y ait contrôle préalable, mesures de sécurité préalables. Les populations rwandaises se sont invitées sur le sol congolais avec bagages, armes et munitions. Et depuis lors, cette partie nord-est de la République démocratique du Congo a vu naître des phénomènes tels que les groupes d'autodéfense d'un côté et de l'autre les phénomènes de l'activisme des groupes armés. Ça, c'est la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Par contre, en ce qui concerne la situation des Mobondo, il faudrait dire que c'est un fait d'insécurité isolé dans un coin de la République, une situation qui est née par les faits d'un conflit coutumier et foncier. Pourtant, les pratiques, la manière de faire ne diffère presque pas à ce qui se passe à l'Est. C'est là que ça interpelle. Madame, on a tendance à chasser les gens, récupérer les terres. Madame, à l'Est de la République démocratique du Congo, la situation n'est pas la même par rapport à celle de Mobondo. Il faudrait relever qu'à l'Est, dans la partie nord-est de notre pays, il s'agit d'une guerre économique, madame. D'autant plus que, vous le savez autant que moi, la communauté internationale au sein desquelles il y a certaines puissances qui se recruteraient là-dedans, veulent exploiter les minéraux ainsi que les sols et les sous-sols congolais à travers les Rwandais, un pays utilisé en complicité avec certaines autres puissances au niveau de la sous-région, en vue d'exploiter illégalement les sous-sols congolais, et cela pour ne pas payer tout ce qu'il y a comme taxes, redevances, ainsi que les redevances minières, ainsi que les impôts dus à l'exploitation légale de nos matières premières. On peut comprendre, sans être pour, mais on peut comprendre pourquoi on éviterait de payer des taxes. La RDC parmi nous, le pays où on paye les taxes les plus élevées, c'est exagéré, la douane et tout. Madame, à l'heure actuelle, la puissance au niveau international se résume par le fait de détenir
et exploiter certaines matières premières pour être à la pointe de la technologie. C'est de ça qu'il s'agit. Or, la partie est de la République démocratique du Congo, elle regorge toutes sortes de minéraux à même de pouvoir faire d'une puissance sur le plan international puissante en termes de la nouvelle technologie. Ce qui fait que les multinationales issues de certaines puissances internationales, ça donne à l'exploitation illicite de nos minéraux, d'autant plus que s'il faudrait aller exploiter ces minéraux de façon légale, c'est beaucoup de milliards de dollars que ces puissances-là ne sont pas prêtes, à travers l'ère multinationale, à céder à la République démocratique du Congo, puisque cet argent servirait à nous organiser, servirait à ce que demain, la République démocratique du Congo devienne un pays respectable, respecté et digne. Ça fait que les puissances ne voudraient pas nous voir devenir autonomes et indépendants. Voilà pourquoi elles préfèrent nous maintenir dans cette situation d'insécurité, de telle sorte que nous puissions ne pas être à même de bénéficier légalement de tout ce qui nous revient des droits en termes de l'exploitation de nos minéraux. Ces minéraux sortent d'ici à l'état brut depuis des décennies. Quelle politique a été mise en place pour que nous puissions localement exploiter et même fixer les prix, parce que tout se décide à l'extérieur? Depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il y a eu une volonté politique manifestée par ces derniers de telle sorte que nous puissions être, non seulement être ces pays qui exportent les matières premières à l'état brut vers les grandes puissances, mais nous soyons à même aussi de pouvoir constituer sur pied des entreprises, des structures à même de pouvoir non seulement extraire les matières premières, mais de pouvoir les exploiter localement en vue de les exporter dans une situation qui ferait que la République démocratique du Congo voit ces minéraux être valorisés et en termes de gains économiques de bénéficier grandement par rapport à ce qui s'est fait maintenant. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu une usine qui a été constituée dans la partie nord-est en vue de pouvoir traiter l'or congolais. Malheureusement, cette usine a été constituée avec la mutualisation des intelligences avec les pays tels que le Rwanda, mais avec cette situation de belligérance qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, ce projet a été un peu retardé. Mais je vous assure qu'au niveau de l'exécutif congolais, les intelligences dans ce sens-là ont été mobilisées pour que nous soyons à même non seulement de vendre nos minéraux à l'état brut, mais de pouvoir les exploiter ici en vue d'en donner une valeur ajoutée. Nous revenons sur l'insécurité généralisée que vous remettiez en cause. La campagne électorale, la présidentielle est endeuillée. Moïse Katumbi a enterré un de ses membres par intolérance et même le maire a été indexé, même s'il a rejeté par la suite. Madame, il faudrait noter que lors d'une situation électorale telle que celle que la République démocratique du Congo est en train de traverser, il n'est pas évident que tous les politiques se conforment aux règles du jeu. Ça fait que malheureusement, certains politiques congolais qui se recruteraient beaucoup dans l'opposition, se sentant dans une situation de positionnement mal avenu, se livrent à lever les Congolais les uns contre les autres en misant sur la fibre tribaliste, ségrégationnisme, ainsi que d'autres stratagèmes en vue de bloquer le processus électoral. C'est ici les lieux pour nous de réaffirmer le soutien à ce processus électoral qui devient finalement irréversible. Nous disons que le processus électoral tel qu'il est engagé ne peut nullement être arrêté. Nous avons atteint déjà le point de non-retour. S'agissant à cet incident en rapport avec Mordom qui a eu à Kindu, il faudrait dire que en tant que républicain, on ne peut se prononcer sur une telle situation alors qu'une enquête a été constituée par le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il serait prématuré pour nous de pouvoir donner des éléments sur la question alors que l'enquête est en cours. À mon avis, il serait de bonne loi que nous attendions logiquement les rapports finaux sur la question pour que nous puissions émettre un aveu. Qu'à cela ne tienne, selon les informations à notre possession, ce qu'il y a eu à Kindu, c'est que c'est le président de la Ligue des jeunes du parti de M. Moïse Katumbi Tshapwe
qui se serait adonné au vandalisme des effigies du chef de l'État. Et la jeunesse, la jeunesse du camp présidentiel ayant réagi, cela a donné lieu à des échauffourées et la police ayant voulu intervenir, malheureusement, il y a eu cette balle perdue qui a occasionné mort d'homme. Une guerre entre une vie humaine et l'effigie, voilà. Mais à Kitemoko, en Mbanza-Ngungu, il y a eu des morts, 6 morts, et puis le chef a même dû suspendre sa campagne pour terminer avec ces dossiers. Mais l'état aussi de ces stades, peut-être que s'il était à l'état qu'il fallait, on n'arriverait pas là. C'est là aussi la cause d'insécurité généralisée. Madame, il faut dire que par rapport aux morts d'hommes, pour qui nous avons beaucoup de tristesse que de constater des vies humaines être perdues inutilement dans le cadre d'une campagne électorale, il faudrait rappeler ici qu'en ce qui nous concerne, la campagne électorale, c'est les moments durant lesquels les différents protagonistes prétendant à la magistrature suprême et ainsi que d'autres prétendants à d'autres niveaux des élections, notamment les législatives nationales, provinciales, et même au niveau des conseils municipaux, se livrent à l'explication en fait de leurs projets de société en ce qui concerne la gouvernance de la République démocratique du Congo. Mais ces moments ne peuvent aucunement amener à ce que les uns et les autres se rentrent dedans et puissent finalement y avoir mort d'homme. Nous comprenons que c'est plutôt certains politiques en mal de positionnement, sachant qu'ils ne pourront jamais être élus. Pour eux, le seul stratagème politique disponible pour eux est celui de pouvoir activer la fibre tribaliste pour que finalement les Congolais, les uns et les autres, puissent se rentrer dedans, les pays puissent se retrouver embrasés et dans ces conditions-là, on puisse mettre de côté les processus électoraux pour que les uns et les autres puissent, à travers des conciliabules politiques tels que les dialogues, la concertation et tout ce qui s'ensuit, pour qu'un gouvernement d'union nationale puisse avoir les jours et permettre à ce que les uns et les autres puissent se retrouver dans la gestion de la République. C'est ici l'occasion de leur dire que cette période est révolue. Sur le plan politique, c'est une grande victoire pour le président de la République qui est issu du parti UDPS, qui a longtemps milité pour l'instauration d'un état de droit. Les seuls moyens pour nous et pour les autres d'accéder à la gestion de la République, c'est le processus électoral, c'est-à-dire à travers les élections que les uns et les autres peuvent prétendre à diriger demain. Les mécanismes de conciliabule politique, les dialogues, tout ça c'est fini, ça ne va plus se répéter. Le processus électoral se veut transparent. Nous passons à notre deuxième dossier.